Une, deux. Bonsoir, désolé pour ce petit retard. Bienvenue à cette conférence du CITEM 2026, en partenariat avec le CLIC et la Société des musées du Québec, en ce mercredi 25 mars 2026. Une conférence qui a pour thème 3 nouveaux musées au Québec, 3 visions du musée de demain. Et avant d'écouter nos intervenants, nous avons le plaisir d'accueillir ici, ce soir, M. Frédéric Tremblay, délégué général adjoint de la Délégation générale du Québec à Paris. Merci. Bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce soir. Le Québec et la France partagent une relation culturelle unique qui est fondée sur une langue et des valeurs communes. De part et d'autre de l'Atlantique, nos musées ne sont pas seulement que des lieux de conservation, ce sont des espaces de dialogue, d'inclusion, d'innovation et d'engagement citoyen. La relation entre le Québec et la France dans le domaine muséal est ancienne, vivante et fertile. Elle repose sur des valeurs partagées, l'exigence scientifique, la créativité, l'accessibilité et la conviction que les musées sont des acteurs majeurs du débat public. Intitulée « 3 visions québécoises pour le musée de demain », cette rencontre illustre avec force le dynamisme et l'audace du paysage muséal québécois. Elle réunit 3 institutions majeures engagées dans des projets structurants qui façonneront durablement notre avenir culturel. Ces 3 institutions, bien que différentes par leur mission et leur public, partagent une ambition, soit construire des musées qui sont ouverts, inclusifs, technologiquement innovants et profondément ancrés dans la société. Elles incarnent un Québec culturellement audacieux qui investit dans des infrastructures tout en plaçant l'humain au cœur de ses démarches. Le Québec croit fermement à la force des partenariats internationaux. Les échanges d'expertise, les coproductions d'expositions, la circulation des talents et des idées sont des leviers essentiels pour renforcer la vitalité de nos écosystèmes culturels. La relation franco-québécoise, riche de décennies de coopération, constitue à cet égard un terrain particulièrement fertile. Je souhaite que cette table ronde soit l'occasion non seulement de découvrir 3 projets d'envergure, mais aussi de nourrir des collaborations futures entre nos institutions, nos professionnels et nos territoires. Je remercie chaleureusement les organisateurs, les intervenants de chacun et chacune, les intervenants du panel et chacun et chacune d'entre vous d'être présents parmi nous. Et je recède la parole à M. Lochon. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le délégué général adjoint. Entre 2027 et 2028, 3 musées de Montréal vont rouvrir ou ouvrir leurs portes. Le musée de l'Holocauste, le musée d'art contemporain et la Maison de la chanson et de la musique du Québec. La présentation ce soir de ces 3 projets est également l'occasion de partager 3 visions innovantes du musée de demain. Scénographie, médiation, programmation, implication des publics et place du numérique. Le Québec nous réserve encore de belles surprises à découvrir lors de cette table ronde. Pour nous guider dans ce nouveau paysage muséal québécois et en l'occurrence montréalais, je suis ravi de faire dialoguer Marie-Blanche Fourcade, qui est la chef de la conservation et des expositions du Musée de l'Holocauste de Montréal, Stéphane Laroche, directeur général du MAC, Musée d'art contemporain de Montréal, et Julien Sylvestre, directeur général de la Maison de la chanson et de la musique du Québec. Et pour que vous puissiez mieux comprendre ces nouveaux projets innovants dans leur scénographie, dans leur architecture, dans leur médiation future, je vais donner la parole successivement donc, à ces 3 représentants de musées pour nous présenter en quelques minutes le projet d'ouverture ou de réouverture de ce musée. Et ensuite, nous dialoguerons avec eux et avec vous, évidemment, en fin de rencontre. Je vous propose de commencer dans l'ordre chronologique, théorique d'ouverture ou de réouverture de ces musées. Et on va commencer notre petit voyage à Montréal avec le futur musée de l'Holocauste de Montréal. Et c'est Marie-Blanche Fourcade qui nous sert de guide. J'espère que l'ordre chronologique d'apparition restera la même jusqu'à l'ouverture.
Vous avez ici le cœur d'Auschwitz, qui est l'un de nos objets emblématiques du musée, qui représente l'humanité, l'espoir et la résistance, la résilience, la persistance que l'on essaye de partager avec nos visiteurs. Alors, je vais vous montrer cette photo qui, en fait, me permet simplement de vous dire que le musée a été ouvert en 1979 par un groupe de survivants de l'Holocauste et de jeunes membres de la communauté juive, jeunes leaders de la communauté. Et vous avez ici l'une des photos de l'ouverture du musée où l'on retrouve les membres fondateurs amener une urne de cendres d'Auschwitz au musée qui est dans notre salle commémorative. Donc c'est une photo qui est très importante et qui montre en fait le passage de relais et l'incarnation de cet espace muséal dans l'histoire et dans le réseau des musées de l'Holocauste. Je reviens parce que vous disiez placer l'individu au centre de nos actions et de nos décisions. C'est ce qui fait vraiment le cœur de notre action. Voici la mission du musée qui est d'informer et de sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence. Et c'est dire qu'il n'y a pas de répit pour nous dans notre travail et une mission de longue haleine. Alors voici le lieu avant les débuts de la construction. Donc nous quittons un quartier de Montréal, chemin de la côte Sainte-Catherine, pour nous retrouver sur le boulevard Saint-Laurent. On passe du 51-51 chemin de la côte Sainte-Catherine au 35-35 boulevard Saint-Laurent. On n'y voit aucun ésotérisme, mais ça nous amuse beaucoup, le personnel du musée. Nous nous retrouvons sur le boulevard Saint-Laurent, qui est le lieu historique de l'immigration au Canada, qui est l'un des lieux d'immigration, l'un des lieux historiques de l'immigration au Canada, un axe extrêmement important pour Montréal, qui apporte un certain ordre à Montréal et qui est aussi l'ancien quartier juif, donc du début du XXe siècle. Alors c'est dire que le musée de l'Holocauste retourne sur les traces de sa communauté installée là. Voici le bâtiment qui, d'ailleurs, très rapidement a été réalisé par la firme KPMB Architecture qui est en Ontario, à Toronto, et la firme Daoul Stage Lizotte Stecker Bennec depuis quelques semaines, architecture qui en fait se loge dans le bâtiment qui est juste à votre gauche, donc qui ont vraiment pignon sur le chantier et qui le surveille de très très près. Alors c'est un bâtiment qui avait pour mission de refléter un parcours organique, un parcours qui pourrait alterner entre histoire et respiration, qui apporterait de la lumière, puisque dans les locaux dans lesquels nous sommes, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'était un élément essentiel pour pouvoir faire face à cette histoire, pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir dialoguer avec. Le bâtiment est fait en plusieurs blocs, comme vous pouvez le voir. Ces blocs reprennent la trame urbaine de Montréal. Et donc, les architectes ont choisi de réinscrire le bâtiment dans sa trame urbaine première. Et ce sont des blocs qui flottent en réalité sur cet espace de verre, avec un mur traversant ici, un mur de mémoire qui va du boulevard Saint-Laurent jusqu'à la rue Saint-Dominique, pour les gens qui connaissent Montréal. Et c'est un mur qui commémore l'ensemble des villes et des villages qui ont été touchés par l'Holocauste. Voici un plan du rez-de-chaussée du musée, ce qui me permet de vous dire que, évidemment, sur cette surface de 5500 m², le personnel risque de se perdre un petit peu au début, mais ça va nous permettre d'accueillir énormément de visiteurs et leur offrir un certain nombre de services, que ce soit des salles de classe, un auditorium, un espace commémoratif, 2 espaces d'exposition permanente pour le grand public et pour la jeunesse, ce qui est tout à fait nouveau pour nous, un gigantesque espace d'exposition temporaire,
et un certain nombre de services. Je pense qu'on va avoir le plus bel atelier de conservation des musées d'histoire à Montréal. On a vraiment une partie du sous-sol qui nous a été dédiée pour pouvoir travailler sur place, qui est un immense luxe, et ce qui nous permet aussi de pouvoir recevoir les familles de survivants qui viennent voir leur collection ou qui viennent nous donner des objets. Donc ça devient vraiment un lieu de référence, un lieu de rassemblement pour cette grande communauté qui s'est créée autour du musée. Voilà. Donc voici le jardin commémoratif, les 2 espaces d'exposition permanente sur le boulevard Saint-Laurent et exposition jeunesse sur Saint-Dominique. Et le dernier étage, les expositions temporaires et la terrasse qui va accueillir une œuvre de Nicolas Bayard, qui est notre œuvre du 1%. Et on a l'immense bonheur d'avoir acquis la verrière de Marcel Ferron, qui était à Concordia, en fait, dans l'ancien congrès juif, qui est une verrière qui a été commandée pour commémorer l'Holocauste, et elle va intégrer le musée. Donc on est vraiment ravis de pouvoir mettre de l'art et de la perspective dans cette histoire aussi, qui est habitée d'objets, de documents d'archives et de témoignages, mais d'avoir cette perspective, ça nous semblait, pour un musée de demain, justement, essentiel de pouvoir combiner l'ensemble de ces approches. Donc voici quelques photos de l'espace d'entrée. Je vous ai dit que le bâtiment était composé de blocs. Entre ces blocs, vous avez des raies de lumière qui partent du plancher jusqu'au toit, ce qui fait que ces raies de lumière vont nous accompagner dans toutes nos expériences, et notamment celle de l'exposition permanente. Voilà l'espace commémoratif. Voilà. Salle de classe, et puis évidemment un espace pour se restaurer légèrement. Et voici les éléments, voici les photos du chantier. C'est une photo du mois de janvier, donc le bâtiment est en train d'être fermé. On l'a longtemps vu comme ceci, on s'inquiétait un peu, mais c'est la poésie des chantiers. Pendant très longtemps, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et puis à un moment donné, les boîtes se ferment, et puis on sait qu'on est proche de la livraison. Alors la livraison du bâtiment est pour fin décembre 2026 et une ouverture à la fin du printemps 2027. Nous avons la chance de déménager l'équipe, évidemment, notre matériel l'ensemble de l'infrastructure, mais par contre les collections sont à l'extérieur, en fait, sont dans la réserve partagée des musées montréalais. Donc on aura cet aspect en moins à déménager, mais c'est quand même les équipes et l'ensemble de notre matériel, et nous approprier les lieux aussi, puisque nous passons de petits espaces à grands espaces. Alors c'est toute une nouvelle aventure qui s'annonce pour l'ensemble de l'équipe du musée. Alors, je crois que c'était ma dernière diapo. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Blanche. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de chaque intervention, je vous poserai la même question à chacun de vous, le temps qu'on prépare la présentation suivante. Quel est l'enjeu, le challenge principal de la réouverture et de la transformation de ce musée ? Alors, je dirais que j'en vois 2 majeurs. Et je dirais qu'ils ne sont pas financiers. Je laisse ça à l'administration. Moi, je vais rester dans les collections et le public. Je dirais que l'un des enjeux majeurs que nous avons, c'est de construire un musée dans une ère de changement qui est une ère où les témoins ne sont plus là pour partager leurs témoignages directement. Et l'idée n'est absolument pas de les remplacer, mais de trouver des moyens qui leur arrivent au moins à la cheville en termes de puissance pour être capable de continuer à transmettre ce message. Donc ça, c'est un élément important qui nous préoccupe depuis longtemps, bien entendu, mais c'est sûr que ça reste toujours, ça devient crucial. Le deuxième enjeu, je dirais, c'est celui du déplacement et de l'arrivée dans un nouveau quartier, évidemment, de pouvoir permettre à tous et à toutes de s'approprier le musée. Et ça, c'est à la fois une question de localisation, mais je dirais que c'est aussi la préoccupation de demeurer
pertinent pour tous, pour nos plus jeunes générations qui arrivent aussi au musée avec une plus grande distance avec l'histoire et à qui on doit s'adresser de façon assez convaincante pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes devenir des vecteurs des valeurs que l'on souhaite transmettre au musée. Et du coup, nouveau quartier, ça veut dire tisser des liens avec des nouveaux voisins aussi. Exactement, et tisser des liens non seulement avec nos voisins, nos résidents, les commerces, mais aussi les institutions. On a la chance sur le boulevard Saint-Laurent, on a quand même une magie qui s'opère. On a le MEM qui se trouve un peu plus bas, qui traite des mémoires montréalaises, de l'identité montréalaise. Nous et ensuite le musée du Montréal juif, ce qui fait qu'il y a quand même une cohérence. Et puis en regardant Stéphane, je dirais qu'on n'est quand même pas si loin les uns des autres non plus. Vous aurez un peu les mêmes voisins. Voilà, on risque d'avoir les mêmes voisins. Alors oui, c'est retisser un réseau. Et juste sans abuser du temps, pour nous, la préoccupation, on aurait pu croire que le fait d'être une institution issue de la communauté juive, notre public de la communauté juive est acquis. Mais depuis 1979, le MISE se trouve dans un ensemble de bâtiments qui desservent la communauté juive. Et donc, on ne prend absolument pas ce public, qu'il soit scolaire ou familial, pour acquis. Et je crois qu'on a même un exercice à faire pour convaincre ces publics de venir jusqu'à nous et de se ressentir encore appartenir à cette institution. Merci beaucoup, Marie-Blanche. On va passer au deuxième musée théoriquement à rouvrir à Montréal. C'est le musée d'art contemporain de Montréal, avec son petit nom, le MAC, et son directeur général, Stéphane Laroche. Et voilà. Stéphane, tu vas pouvoir nous raconter l'histoire de la transformation du MAC. Oui, ben alors bonsoir à tous. Bien content de m'adresser à vous aujourd'hui, vous parler du MAC. Quelques mots sur qui est le Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, c'est un musée national, un musée d'État du gouvernement du Québec qui a été créé en 1964, ce qui veut dire que c'est une des premières institutions culturelles québécoises qui a été créée par le nouveau ministère des Affaires culturelles, qui lui-même a été créé en 1961, à peu près en même temps que le ministère des Affaires culturelles de la France, sous l'impulsion de Malraux. Et donc, ça a été un choix délibéré d'entrée de jeu, qui était quand même audacieux à l'époque, de dire on crée un musée d'art contemporain, donc un musée qui favorise l'audace, l'innovation, qui est tourné vers l'avenir, qui est pour les artistes vivants. Et ça correspondait à une impulsion, une volonté du milieu culturel, particulièrement de Montréal. C'est pour ça qu'il a été installé à Montréal et non pas dans la capitale à Québec, contrairement à d'autres institutions nationales, parce que le milieu culturel y est beaucoup situé. Donc, 1964, on est déménagé sur notre site actuel, qui est celui de la Place des Arts, en 1992. Et là, c'est ce site qu'on habite depuis 1992. On est en train de transformer, donc au sein du plus important complexe culturel au Canada, qui est celui de la Place des Arts, avec 6 salles de spectacle, des aires d'exposition, etc. Dans le plus important quartier culturel en Amérique du Nord, le quartier des spectacles, avec la place des festivals, donc un site en plein centre-ville qui est exceptionnel, pas très loin du musée de l'Holocauste, comme Marie-Blanche le disait. L'agrandissement que l'on est en train de faire, c'est plus qu'un agrandissement, c'est une transformation. Je parlais avec mes collègues de Pompidou en début de semaine. Eux parlent de métamorphose. On avait beaucoup cogité à ce nom-là. Bon, Laurent Lebon de Pompidou m'a dit « Vous êtes bien gentil de nous avoir laissé métamorphose ». Une transformation. Pourquoi? Parce que c'est une transformation architecturale. Vous allez voir sur les images que je vais vous présenter. Mais aussi une transformation organisationnelle. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Aussi vous dire que le MAC, c'est une collection. C'est la plus importante collection d'art contemporain au Canada, 8500 œuvres, et qui est en croissance constante parce qu'on fait constamment des acquisitions. Et donc, la transformation en cours va doubler les espaces publics, donc doubler les espaces d'exposition, les espaces d'éducation et de médiation, et donc tous les espaces publics. Donc, 5000 mètres d'exposition,
plus tous les autres espaces. On va être à 12 000 mètres d'espace muséal, si on veut, y compris les réserves. Donc, le nouveau bâtiment, je vous montre ça. Je voulais que vous m'écoutiez, donc je ne voulais pas montrer les images. Voilà, donc ça c'est vous allez voir, il y a une parenté avec le musée de l'Holocauste, des boîtes carrées, de la transparence, beaucoup de lumière. Alors l'ancien musée était une boîte brutaliste, donc des murs de béton, pas de fenêtres, on avait de la difficulté à trouver la porte. Donc vous voyez, on change totalement la vision. Donc on est sur la rue Sainte-Catherine, juste ici, verre et aluminium. Les lattes d'aluminium que vous voyez dans le bâtiment de gauche, sont des lattes qui peuvent s'orienter en fonction du soleil. Évidemment, parce que dans un musée, le soleil, c'est quand même pas nécessairement un ami. Voilà, alors on entre à l'intérieur, vous avez le nouveau hall, le grand escalier, ça prend toujours un grand escalier dans un musée, vous le savez. Donc, Saucier Perrotte, nos architectes, je le vois là, donc des architectes qui construisent beaucoup de lieux culturels, bibliothèques, salles de spectacle, musées au Québec et au Canada. Alors, deuxième volet du grand escalier. Voilà, les espaces d'exposition. Là, vous voyez tout ça vide, avec quelques personnes, mais il n'y a pas d'œuvre d'art, mais bon, il y en aura, je vous rassure. Voilà, quelques images, donc, d'escalier, voilà. Les architectes aiment les escaliers, voilà. Notre petit jardin suspendu, je vais vous montrer où il est situé. Alors, ce n'est pas Babylone, mais quand même, il y aura une terrasse extérieure accessible des salles d'exposition. Donc, vue de l'esplanade de la salle Wilfrid Pelletier sur la place des Arts. Alors, vous voyez bien la transparence, là. Donc, on veut un musée qui est en lien avec la cité, avec la ville. Vue maintenant de la place des festivals, donc la grande place, donc vous voyez le grand cube de verre qui s'installe. Là, je vais me lever. Ici, c'est un ajout aussi dans l'ancien bâtiment. Alors, on a percé une grande fenêtre, et en fait, c'est une avancée, et c'est avec la future médiathèque qui va être installée dans cet espace. Et tout en haut, vous avez l'œuvre emblématique. Si vous êtes déjà venu à Montréal, vous connaissez l'œuvre de Geneviève Cadieux, artiste très importante au Québec. Elle s'appelle La Voie lactée. Et vous savez que durant le chantier, elle est restée là, elle est toujours allumée, elle veille sur le chantier. Et elle nous porte chance. Voilà. Et ça, c'est le chantier. Donc, alors, à notre tour, les toiles étaient vertes pour le musée de l'Holocauste, sont oranges pour nous. C'est notre petite variation. Alors, vous voyez donc la grande percée ici, le grand cube de verre de ce côté-ci. Là, vous avez le complexe de Place des Arts complètement. Nous, notre musée, donc par ici, il s'en va jusqu'à la station de métro qui est là. Ça, il y a des salles d'exposition qui n'ont pas été transformées, qu'on va retrouver. Et il y a les collections qui sont en dessous. Et ici, ce sont les bureaux. Et le jardin, alors? Et le jardin, alors, il est de l'autre côté. Il y en a deux. Il y en a un que je vais vous montrer. Il y en a un à l'extrême nord qui, lui, va être conservé. Voilà. Alors, le jardin, il va être là. Juste là. Donc, c'est notre mini-Babylone. Donc, au-dessus de l'entrée, donc, vous voyez un immense porte-à-faux, on le voit bien ici, qui est en train là, de s'installer. Alors, les chantiers d'hiver, c'est passionnant au Québec. Voilà, tout ce que ça donne du côté de l'esplanade de Place des Arts. Ça, c'est une image de l'ancien musée avant les ajouts, avant la restauration. Alors, vous voyez qu'on s'est donc avancé vers la rue Sainte-Catherine, on s'est avancé sur la place des festivals et on a ajouté un étage. C'est ce qui donne 5000 mètres de nouvelles expositions. Voilà. Je voulais quand même vous parler aussi, je peux peut-être retourner en arrière pour vous laisser sur une image amusante. Tiens, pas un escalier. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Je vous ai parlé de transformation architecturale, mais donc, cette transformation architecturale du bâtiment, elle s'accompagne d'une véritable transformation organisationnelle. Et je vais terminer là-dessus, je sais que tu me surveilles pour le temps. Donc, on change la culture d'entreprise, on change les approches, les méthodes, et on fait un lien entre le nouveau bâtiment, donc ouvert, transparent, qui fait entrer la lumière. Alors, on part du bâtiment
brutaliste, pas de fenêtre, à ça, mais on passe aussi d'un musée qui travaillait en vase clos à un musée qui travaille avec la collectivité, avec les communautés. Donc, beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborations, un engagement dans la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une véritable transformation et ça change tout. Alors, ça veut dire qu'il faut faire évoluer aussi nos équipes, comment nos équipes travaillent. Ils avaient l'habitude de travailler bien, mais seuls. Là, ils vont travailler bien, mais avec d'autres. Donc, c'est un grand changement. Mais je dois vous dire, à ma grande satisfaction, il n'y a pas de réticence, il y a au contraire un grand enthousiasme de la part des équipes, non seulement d'aller vers ce bâtiment, mais d'aller vers cette approche qui est dans l'air du temps, hein, vous savez. Je n'ai pas l'impression qu'on va révolutionner en disant qu'on va travailler avec la communauté. C'est une grande tendance de tous les musées dans le monde, mais pour nous, c'est une grosse évolution et ils le font avec enthousiasme. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, voilà. Et du coup, j'ai une question. Alors, hier, je t'avais demandé de présenter, de faire le discours officiel de la journée du clic en présentant les 5 défis du nouveau Mac. Là, ça va être encore plus difficile. Tu vas devoir présenter un défi. Mais en fait, celui que je vais te dire aujourd'hui, tu vas voir que je suis pas le même qui évolue. C'est aucun des 5 que j'ai nommés hier. Quel talent! Parce qu'il est beaucoup plus englobant, comme il n'y en avait qu'un. Alors, en fait, le grand défi du MAC, du Musée d'art contemporain de Montréal, ça va être de redevenir attractif. Il faut comprendre qu'on est fermé depuis 2021. En fait, en 2020, on a fermé pour la pandémie et on n'a jamais réouvert, mais officiellement, les travaux commençaient en 2021. Il y a eu des retards à cause de la pandémie, notamment, ce qui fait qu'on va réouvrir en 2028. Donc, nous, le chantier, le bâtiment va nous être livré à l'automne 2027 et on prend 1 an pour réintégrer parce que nous, tout a été sorti, les 8500 œuvres, il faut les ramener. Il faut aménager les 12 salles d'exposition, il faut revenir dans le bâtiment, donc 1 an pour réintroduire tout ça. Et là, donc, on a été fermé pendant tout ce temps. Alors, il y a un espace temporaire à Place Ville-Marie, on fait des activités hors les murs, mais c'est pas pareil. Donc, c'est un travail de reconquête. Reconquête des publics. Et double défi, c'est que il va falloir faire comprendre à nos publics, parce qu'on avait quand même un public d'environ 200-250 000 visiteurs par année. Non seulement ils nous ont perdu de vue, mais quand on va à rouvrir, on va avoir changé d'approche, changé d'attitude. Ça ne sera pas exactement le même MAC. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne parlera pas de réouverture, mais on va parler d'ouverture du nouveau MAC. Et ça aussi, c'est un défi parce qu'il va falloir... Il y a des gens qui vont être déçus. Ils vont dire « Ah, c'est pas comme ça que c'était avant, c'était bien mieux avant. » Mais non, ça va être beaucoup mieux maintenant, non seulement plus grand, plus beau, plus de pépites de chocolat, mais plus d'œuvres, donc le double d'œuvres, le double des expositions, etc., mais aussi un changement d'approche. Mais je pense que les gens, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance qu'on va réussir à convaincre les gens de venir dans notre nouveau MAC. J'ai assez parlé. Et on parlait de voisins tout à l'heure, même vos voisins, tes voisins, ils ne sont plus là. Les voisins de 2021. Ah non, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, oui. Merci beaucoup. Alors, troisième, alors pour le coup, ouverture d'une nouvelle maison, la Maison de la chanson et de la musique du Québec, mais installée à Montréal. Et c'est Julien Sylvestre, le directeur général de cette nouvelle maison, qui nous sert de guide. Oui, bonjour, bonsoir en fait, c'est le décalage. Alors effectivement, on est dans une approche radicalement différente, pour ne pas dire opposée, en termes d'architecture pour la Maison de la chanson et de la musique du Québec. D'abord peut-être juste pourquoi une Maison de la chanson et de la musique du Québec. D'abord parce que la chanson au Québec est quelque chose de très incarné, et malgré son importance sociale, culturelle, politique, il n'y avait pas de lieu dédié pour partager, pour qu'on prenne conscience collectivement de l'importance de ce secteur-là au Québec. Peut-être que je prends souvent l'exemple en France pour la fête nationale, c'est un défilé militaire. Au Québec, c'est un concert sur les plaines ou dans d'autres lieux à
travers le Québec. Alors, il y a vraiment un rapport très charnel à la chanson, et donc la création vient de ce constat simple. Et on avait le souhait de créer un espace qui soit à la fois un lieu de mémoire, un lieu de création, un lieu de diffusion, et peut-être aussi, avant de vous montrer quelques images, mentionner qu'on s'installe donc dans l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice, qui a été, avant la Bibliothèque nationale du Québec, qui a accueilli aussi dans son histoire l'ancien conservatoire de musique, et qui est inhabité depuis 2005, donc plus de 20 ans maintenant. Alors on se parlera des défis tantôt par rapport à ça. Peut-être aussi au niveau de l'emplacement, on est dans le quartier latin à Montréal, sur la rue Saint-Denis, en plein cœur de Montréal, juste à côté du quartier des spectacles, et quartier très étudiant, très universitaire, historiquement aussi un des berceaux de la chanson. C'était très festif, et quartier en mal d'amour depuis à peu près autant de temps que la fermeture de la bibliothèque, donc est en revitalisation complète, et donc on vient s'inscrire en ouvrant ce lieu-là dans un secteur en revitalisation, et je vous le dis tout de suite, un des défis, c'est vraiment un bâtiment majeur sur la rue, et un des défis, c'est qu'il y a une toute petite porte. Alors comment on fait pour ouvrir ce bâtiment-là sur le lieu, sur la rue, aux citoyens? Voilà. Je parle beaucoup, mais c'est comme ça. Comment on fait pour changer? J'imagine c'est ça. Bon, très très rapidement, notre mission, promouvoir, préserver, favoriser, transmettre, animer. On n'est pas un mausolée, surtout pas. On est un lieu de célébration, d'appréciation d'un héritage, et on veut le propulser vers l'avenir. On veut être un lieu de rencontre entre les artistes et le public. Un des défis, par exemple, en musique et en chanson, c'est qu'on travaille beaucoup par famille d'artistes. Donc on veut pouvoir notamment être un lieu où ces familles-là peuvent se rencontrer. Et puis, évidemment, on veut être un lieu où on voit la musique se faire. Alors on en est là. Donc la scénographie que vous voyez là, c'est pas la scénographie finale, c'est une première intention d'implantation. Il va y avoir des appels d'offres pour la scénographie. Voilà. Les fondateurs, en fait, l'idée de la maison, c'est vraiment Monique Giroux, animatrice bien connue au Québec à Radio-Canada, qu'une Clémentine de Roudy, une commissaire française en chanson, compare à Michel Drucker. C'est un peu la Michel Drucker au Québec. Et Luc Plamondon, parolier internationalement connu, notamment pour Starmania. Alors, comme vous le voyez, premier défi, on veut donner un écrin à la chanson. On a la chance d'avoir ce très beau bâtiment, mais ça, c'est une photo qui date d'il y a quelques jours, semaines. Donc, vous voyez un peu l'état dans lequel c'est. On a un petit peu de job de peinture à faire. Début des travaux à l'automne. En fait, on commence la rénovation des vitraux. Donc, vous voyez peut-être pas, mais ici, il y a des vitraux tout autour du bâtiment. Il y a des vitraux au plafond qui sont recouverts pour l'instant. Donc ça, c'est un enjeu. On n'est pas du tout dans un concept de boîte noire en termes de scénographie. Donc l'intention en scénographie est plutôt d'accueillir la lumière largement. Et puis, un projet de 48 millions de dollars canadiens. Donc quoi, 32 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc, quelques photos sur le mobilier. Une des particularités de ce bâtiment-là aussi, c'est qu'à l'arrière du bâtiment, puisque c'était une bibliothèque, il y a ce qu'on appelle les magasins. Donc, ça, c'est le rayonnage en haut. C'est un genre de gros Ikea en métal sur 4 étages, avec un défi ce sont des planchers en marbre suspendus sur 4 étages. C'est patrimonial. Ça tient la structure, donc on a quelques défis pour savoir quoi faire avec cette structure-là. Là, j'ai complètement... je vais juste me reconcentrer sur ce que je voulais vous dire. Alors, un grand escalier, ça prend toujours un grand escalier dans un musée. Donc, évidemment, on veut l'emplir de nos mots et de notre musique. Donc, cette ouverture, on vient construire un étage. Donc ça, c'est la salle de lecture principale en haut, ouvert complètement sur la lumière. Et donc, on va explorer un parcours, un peu
le cours 101 de la chanson et la musique au Québec, et puis on veut aussi en faire une place publique de la chanson, donc avec un accès gratuit à cet espace-là qu'on va venir optimiser par d'autres moyens. Et puis on veut aussi être capable, en termes de scénographie, de oui, exposer des objets, exposer des vidéos, entendre la musique, voir la musique, mais on veut aussi être capable de se rassembler très rapidement, donc avec une certaine forme de mobilité. Donc là, encore une fois, c'est pas du tout la scénographie finale, mais c'est un exemple de ce qu'on pourrait y retrouver. On travaille vraiment avec 5 pôles. Donc un pôle muséal patrimonial, on veut pouvoir toucher l'histoire de la musique. Alors on est beaucoup aussi dans le sensoriel et dans le toucher. On veut toucher les disques, on veut toucher les instruments, on veut toucher les objets. Alors c'est une approche un peu différente en termes de conservation, par exemple. Lieu créatif artistique, bon, ça c'est vraiment les résidences d'artistes, on le verra plus tard, il y a un studio de son, d'enregistrement, une salle de création pour les artistes et les résidences, espace éducatif, ludique, sur la transmission technologique et médiatique, on s'en reparlera tantôt, et citoyen événementiel, vraiment dans l'idée du tiers-lieu au sein de ce quartier. J'ai passé rapidement, juste vous dire, les magasins, vous voyez, c'est cette structure-là qu'on va venir, on est quand même capable d'en enlever 2 rangées, de venir vitrer des 2 bords, de vous donner accès au public visuellement à cette zone qui va permettre d'entreposer les collections, notamment les collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en musique et chanson, et nos propres collections qu'on est en train de constituer, un auditorium également. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un parcours scénographié, des espaces d'exposition permanentes, temporaires, un salon d'écoute. On veut faire des expériences d'écoute particulières. Studio d'enregistrement, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je ne vous ai pas nommé? Un espace de karaoké, ça prend ça. C'est populaire, la chanson. On chante dans notre douche. On chante depuis qu'on est né. On partage la même berceuse que le Premier ministre du Québec ou le serveur, le barista dans une chaîne de café québécoise partagent les mêmes berceuses, leur mère chantait la même chanson. Donc il y a quelque chose de très instinctif et on chante. Donc voilà. Voilà un peu sur la présentation. Chante et le Québec ne mourra jamais. Citation de Félix Leclerc. Félix qui a inspiré Brassens, qui, lui, à son tour, a inspiré plusieurs générations de chanteurs français. On est là. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Alors, la question rituelle, s'il y avait un défi ou un challenge à relever dans ce projet, pour le coup, de création d'un nouveau lieu culturel. Oui. Alors, en toute honnêteté, je vais essayer de ne pas être long, mais il y en a vraiment beaucoup. Bon, j'ai parlé de celui... Stéphane rit parce qu'il le sait. Intégration patrimoniale, définitivement, trouver le bon équilibre entre prendre soin du patrimoine et venir répondre aux besoins d'un lieu culturel contemporain. Ça, c'est un réel enjeu en termes de patrimoine. Défi organisationnel, on est un nouveau musée. J'étais le premier employé il y a 1 an. Il n'y avait pas de système de paie, il n'y avait pas de système comptable, de système informatique. Je prends souvent l'exemple aussi du document collaboratif. Là, ça prend un document, un outil de collaboration, puis un collègue. On n'a pas ça. Maintenant, on a, mais... Là, vous êtes combien maintenant? On est une dizaine dans l'équipe permanente. Donc, en 1 an, on a recruté une dizaine de personnes, on a avancé les plans. On ne s'est pas ennuyé. Jonathan, mon collègue, peut en témoigner. Peut-être un 3e défi, et après je m'arrête là parce qu'il y en aurait 1000, c'est le défi de la place de la francophonie dans ce musée-là. On n'est pas un musée de la chanson francophone, on est un musée de la chanson et de la musique du Québec. Alors, évidemment en français, mais on doit aussi parler Léonard Cohen, Élie Sapie, les Premières Nations, la langue à Montréal en 2025. Cela dit, le rapport à la francophonie est fondamental. C'est parfois quelque chose que les Français ne saisissent pas, mais on se parle de l'état de la langue à chaque repas de famille, à chaque rencontre. Je ferai bien un test si on n'a pas trop le temps, mais je demanderai aux Français qui s'est parlé de l'état de la langue française dans les derniers jours. Personne ne lèverait la main. Je demanderai aux Québécois, je suis à peu près sûr que tous lèveraient la main. Donc c'est vraiment très charnel ce rapport-là à la langue. 4e langue la plus parlée au monde.
première des deuxièmes langues les plus apprises. Et en même temps, sur Internet, je crois que c'est à peine 3% du contenu qui est en français. Il y a un gros enjeu de découvrabilité. C'est un énorme enjeu pour les artistes en chanson musique au Québec. Et je crois qu'on a un rôle à jouer, qu'on est en train de définir sur comment soutenir la langue française et la création en français dans cette marée anglophone dans laquelle on est au Québec. Et voilà, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à nos deux autres intervenants et intervenantes de nous rejoindre sur le petit podium. Julien a parlé argent, donc a évoqué le budget. Donc, c'est exactement 31 millions d'euros, l'équivalent en euros du budget en dollars canadiens. Et pour la transformation du musée de l'Holocauste, c'est un budget de 82 millions d'euros à peu près. Et pour le nouveau MAC, un budget de 74 millions d'euros. Voilà, pour avoir une idée. Et on ne reparlera plus d'argent après. C'est fait. C'est pas intéressant. Alors, du coup, on va parler. On a un quart d'heure. On va parler médiation. On va parler implication du public et peut-être un peu de numérique, si ça vous va, si le menu vous convient. Je vous propose de démarrer avec la médiation. On a vu de très très belles architectures, de très belles scénographies. J'imagine qu'un musée, c'est aussi avant tout un contenu, une relation avec le visiteur, une relation entre le visiteur et l'œuvre. Est-ce que vous avez déjà des idées innovantes, révolutionnaires de médiation dans vos lieux respectifs ? Ça va? Écoutez, en termes de médiation, et donc quand on parle de médiation, on parle aussi beaucoup d'éducation. Une chose qu'on a pensé faire dès le départ, je n'ai pas montré dans les images que vous avez vues, mais il y a une chose qui est quand même assez fantastique, surtout pour un musée d'art contemporain, c'est que dans le futur nouveau MAC, les espaces d'éducation sont en plein centre du musée. Et toutes les salles d'exposition tournent autour des espaces d'éducation. Donc, souvent, les espaces d'éducation, c'est au sous-sol, c'est caché dans un coin. Et là, et c'est tout en verre, ce qui fait que quand il va y avoir des groupes scolaires, quand il va y avoir des activités, des ateliers créatifs familiaux, en fait, tout le monde va voir qu'il y a des enfants, qu'il y a des adolescents, qu'il y a des familles qui sont là, qui dessinent, qui s'inspirent des chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est une première chose. Je vous dirais qu'on a aussi beaucoup réfléchi de faire en sorte, parce que nous, on travaille, une des particularités d'un musée d'art contemporain, c'est d'être un musée des artistes vivants. Donc, on voulait que les artistes qui sont vivants soient aussi dans le musée. Donc, on va avoir des résidences d'artistes en permanence, des artistes qui vont être dans le musée. Ils ne dormiront pas nécessairement dans le musée, mais le jour. Et ils vont faire des projets avec le public. Et dans la constitution ou la définition de la résidence en question, ils auront l'obligation de dialoguer avec le public. Alors, ce n'est pas une résidence typique où est-ce que je m'en vais créer dans la paix et le silence. Ça va être une résidence un peu particulière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en termes de médiation? Les espaces d'éducation, je vous en ai parlé. Beaucoup d'ateliers créatifs, beaucoup d'activités liées aussi à des groupes cibles. Donc, vous avez parlé des enfants, mais il y a beaucoup. Donc, on veut des activités pour, évidemment, les communautés immigrantes, les communautés autochtones, les personnes en situation de handicap. C'est des choses dont j'ai déjà parlé hier, mais évidemment, tout le monde n'était pas là hier. Mais donc, voilà pour ça. Je ne vais pas monopoliser le temps, collègues. Oui, en fait, j'aimerais avoir des exemples précis aujourd'hui, mais c'est exactement pour ça qu'on est là au CITEM, c'est pour découvrir, je parle pour la maison, là, pour découvrir et s'inspirer des bonnes pratiques. Peut-être que, donc, nos équipes travaillent en ce moment sur la programmation. Je dirais qu'on est guidé par des lignes directrices. La première ligne directrice, c'est de rendre matériel l'immatériel. Parce que quand on parle de chansons et de musique, on se demande au premier abord comment on va voir la chanson, toucher la chanson, ressentir la chanson. Ça, c'est un des défis. Deuxième chose, on est dans un lieu de vie.
Je reviens sur l'idée du tiers-lieu culturel, mais qui nous habite beaucoup dans le développement de ce qu'on va trouver en termes de médiation et du rapport qu'on va avoir avec les publics. Les publics chez nous étant, oui, les visiteurs, mais aussi les artistes et, je dirais, les citoyens autour. Évidemment, des résidences d'artistes, ce super studio de son formidable, on va vouloir l'habiter aussi par des collaborations internationales, des classes de maîtres, donc une forme de médiation pour les artistes, un public de professionnels. Ensuite, définitivement au niveau du public, différents types de parcours et d'expériences qu'on va être capable de présenter dans ce lieu-là. Et puis, troisième point qui est dans être un lieu de rencontre. On a des espaces, dans cette grande salle, on est passé rapidement, puis je ne voulais pas trop vous montrer tant que ça les maquettes sur lesquelles on travaille, mais il y a des espaces de travail collaboratifs, il y a vraiment l'idée d'une connexion et d'une rencontre entre artistes et public. Si on veut juste venir prendre un café et se laisser... c'est ça, l'esprit du tiers-lieu, c'est pas la maison, c'est pas le travail, mais c'est le lieu dans lequel on est bien. On veut être aussi un de ces lieux-là. Alors, voilà. Ah, c'est merveilleux. Qui est arrivé. Alors, pour le musée de l'Holocauste, déjà, on est à la fois entre nouveauté et continuité, mais dans la continuité, on s'organise pour que ce soit mieux qu'avant. C'est ça l'idée. Donc, la principale médiation qui se fait dans il y a l'exposition permanente et c'est vrai qu'on a énormément travaillé à la médiation des voix des témoins et de trouver de nouvelles manières d'offrir et d'adresser ces témoignages. Comme je l'expliquais aussi hier, on a énormément parlé de cette idée de l'audio, d'éliminer au maximum tout ce qui était interface d'écran, mais de vraiment replacer la profondeur du témoignage dans l'oreille. Alors ça, c'est un élément qui est quand même assez important, avec des projections sur les murs, sur certains supports, mais vraiment d'essayer de favoriser au maximum la rencontre avec les objets et simplifier cette rencontre avec les objets et avec les témoignages. L'autre élément de médiation qui est un énorme changement pour nous, c'est l'ajout d'une exposition jeunesse pour des élèves de 2e cycle du primaire, donc on parle de 8-9 ans à peu près. Le musée est généralement ouvert à des jeunes à partir de 12 ans, de 11-12 ans. Et l'idée, c'est vraiment de créer en fait la germe, une petite germe au cœur de la tête et de l'esprit de chacun pour qu'on ait de nouveaux visiteurs qui découvrent certaines valeurs, certaines histoires sans forcément faire face à l'Holocauste directement, mais qui deviendront de futurs visiteurs autour de la question de la construction de l'identité et à travers notre collection et des enfants cachés, donc de tous ces récits d'enfants cachés. Et le troisième élément dont on a parlé quelques fois avec Pierre-Yves, c'est le New Dimension in Testimony, dont je ne connais pas vraiment la traduction française, si ce n'est la littérale, mais c'est un principe de témoignage par hologramme. Donc c'est un enregistrement d'un ou d'une survivante qui a passé une semaine, qui a répondu à 700 questions. Tout a été enregistré et c'est projeté sur un système qui permet de créer un hologramme. Et donc les gens dans la salle peuvent poser des questions à cet hologramme qui y répond dans la mesure de ce qu'il peut répondre, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la technologie, ce qui est intéressant pour nous, c'est simplement l'idée que chacun puisse poser une question, parce que la réflexion, c'est à la fois recevoir des contenus, mais c'est aussi pouvoir poser des questions et ouvrir la discussion. Donc c'est cet espace de dialogue qui renvoie vraiment à la préoccupation que l'on a de faire du musée un espace de dialogue sous toutes ses formes. Et de pérenniser le témoignage, non pas de le remplacer. Exactement. Ceux qui seront partis dans quelques années, comme tu l'évoquais au début. Alors, comme tu as parlé numérique, je vais enchaîner sur la question numérique, du coup, pour Julien et pour Stéphane. Hier, on a parlé beaucoup de la place du numérique. Est-ce qu'il faut dénumériser? Est-ce qu'il faut mettre moins d'écran? Ce que tu évoquais à l'instant. Comment, quand on ouvre un musée en 2027 et 2028,
comment on met le curseur du numérique dans à la fois les espaces et les expériences. Je me lance en premier. OK. Bon, c'est intéressant. Nous, on a eu une première équipe de travail de scénographie sur certains concepts qu'on veut présenter dans la maison. Et il y a eu, en tout début de projet, une espèce d'incompréhension sur ce qu'on voulait faire. Et ils sont partis sur 100% numérique immersif dans 100% des espaces. Parce que c'était à la mode, parce que en tout cas, la réflexion était rendue là. Bon, quand je suis arrivé, on a re-questionné ce modèle-là et on revient sur l'enjeu aussi de la matérialité. Dans une ère où on est complètement hyper connecté, fatigué, il y a une fatigue numérique qui s'installe. On a besoin de ce rapport charnel. Puis en plus de ça, avant d'être là, j'étais au Conseil des métiers d'art du Québec, donc un travail sur la matière, donc je suis très sensible à ça. Mais on a besoin de voir, de toucher, d'être tactile, pour se rapprocher des gens, de se rapprocher de qui on est nous-mêmes. Donc, on a revu un peu la position du numérique de l'immersif dans ce lieu-là. Alors, on a retravaillé un peu les zones, donc on va essayer de trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire il y a absolument certaines expériences qui vont nous transporter ailleurs grâce aux technologies, et d'autres je vais dire primaires, mais dans un sens, oui, c'est ça, dans un sens vraiment prise de contact avec la matière. Écoutez, je peux peut-être juste ajouter des choses que vous savez déjà, mais les musées, par définition, sont des lieux où est-ce qu'on va avoir des œuvres, des objets. Ils n'ont pas quelque chose qui est transmis par numérique. Le numérique, c'est un outil. Le numérique est incontournable. Alors, je ne pense pas qu'on peut se dénumériser complètement. On aura toujours besoin d'outils numériques. Mais la raison d'être d'un musée ou d'une bibliothèque ou d'un centre d'archives, c'est que les gens veulent être en contact avec des vrais objets, des vraies œuvres. Nous sommes des lieux d'authenticité, non pas des lieux de vérité, parce que la vérité, c'est compliqué, mais d'authenticité, de crédibilité, de confiance. Les gens viennent chercher quelque chose qui a un sens. Voilà, je parlais de charnel tout à l'heure. Donc ça, il ne faut pas le perdre. Mais après ça, est-ce que des outils numériques peuvent accompagner à certains moments la visite? Oui. Alors, on travaille, donc j'en ai parlé hier, mais sur de l'audio-description, ce qui fait que les gens peuvent avoir dans leur téléphone une description d'une œuvre d'art qui va durer de 3 à 5 minutes plutôt que le 8 secondes qui reste habituellement. On va avoir un Google Maps interne dans le musée. Alors, les gens vont pouvoir se promener, sauf que ce Google Maps, il ne dira pas seulement vous tournez à gauche et les toilettes sont à droite, mais ça va être un parcours qui va être guidé par des artistes et des artistes différents qui vont apporter chacun leur couleur. Alors, ce sont des outils numériques avec une approche humaine qui viennent guider les parcours, qui viennent l'enrichir, mais qui ne font pas perdre l'essence de ce que c'est un musée, donc un lieu où est-ce qu'on est en contact avec des œuvres et des objets. Ceci étant dit, juste une chose, nous, on pense faire aussi une chose. Est-ce qu'on le fera vraiment rendu en 2028? On verra, mais on pense aussi faire des journées low-tech, c'est-à-dire sans technologie, où est-ce que les visiteurs devront, comme les enfants à l'école, laisser leur téléphone dans un casier à l'entrée. Alors voilà, ça, on verra. Voilà. Oui, juste parce que je me suis enfargé moi-même dans mon idée. Mais évidemment, le son a une place privilégiée dans cet espace-là. Donc tout ce qui est parcours sonore, qu'il soit augmenté de différentes façons, va avoir une place bien sûr prépondérante. Alors oui, des écrans, oui, des casques, oui, ou en tout cas, on trouvera la bonne formule. On est en train de la trouver. Et puis aussi, on va vouloir faire sortir Nous, on a un gros enjeu, c'est le droit d'auteur. Parce que c'est tous des artistes vivants qui méritent à juste titre d'être rémunérés, mais alors ça fait des budgets complètement déments. Donc c'est un des gros enjeux, mais en fait on a quand même dans l'idée de faire sortir d'un point de vue numérique la maison, et aussi notamment de géocaliser
à l'extérieur, dans la rue, certaines expériences qu'on est en train de préparer en lien avec la maison, la chanson, la musique évidemment. Alors, on est super en retard. Alors, du coup, je vais vous proposer, avant de prendre une ou deux questions, de nous dire qu'est-ce que vous êtes venu faire cette semaine à Paris. Et si je reformule, quel type de partenariat ou de coopération vous imaginez de faire avec les musées de France et de francophonie? Vas-y. Bon, alors c'est moi qui, qui casse la glace. C'est évident que déjà de venir parler du musée, de partager nos expériences et à travers ces rencontres humaines, parce qu'on a le temps de discuter et d'échanger, c'est là que commencent des parties de ping-pong entre les uns et les autres et dire « Ah, moi, ça vient me chercher » ou « Ah, on fait quelque chose de ce type-là ». Donc, il y avait une ouverture générale, en fait. On n'a pas besoin d'être des institutions sœurs pour pouvoir collaborer. Et donc, c'est aussi sortir de nos réseaux habituels. J'avoue que dans mon cas, j'ai quand même eu le plaisir de retrouver ma collègue du Mémorial de la Shoah. Et avec un nouveau musée, de nouveaux espaces, et notamment des espaces temporaires, je pense qu'en quelques minutes, on a déjà pensé à de nombreuses collaborations. Alors, c'est le genre de choses qui arrivent justement quand on prend le temps d'échanger et non pas seulement de s'envoyer des courriels. Alors, c'est vraiment de manière assez large d'accueillir les échanges provoqués par des présentations et puis par des rencontres dans les kiosques. Oui, je peux y aller. Écoutez, en dehors de ma participation au Club Innovation hier et au Système aujourd'hui, j'avais tout un programme de rencontres avec des musées français, des institutions françaises. Je vais me garder une petite gêne sur ce qui va en ressortir. Tout n'est pas signé, mais ceci étant dit, il y a des volontés de collaboration, d'échange, donc accueil d'expositions et circulation d'expositions, résidences croisées, donc plein de choses qui peuvent se faire, qui peuvent s'imaginer. Mais au-delà de cette volonté réelle d'échange, ce qui est bien aussi dans la présence dans ce genre de forum, c'est qu'on s'inspire aussi de nos autres collègues qu'on entend, mais aussi de tout ce qu'on voit dans les autres conférences, dans les stands, etc. Et donc, tout ça, c'est très nourrissant et ces forums-là sont très importants pour ça. Julien. Oui, alors je vais le dire parce que personne ne voudra vous le dire, mais on est venu quitter l'hiver également. Évidemment, des rencontres avec différents types de partenariats. Partenariats avec des institutions musicales, avec des institutions muséales plus larges, avec des institutions en francophonie. Tout le rapport à la diplomatie culturelle aussi est extrêmement important pour nous. Donc c'est un peu ça aussi qu'on est venu faire. Et puis évidemment, dans la phase de travaux où on est rendu, le Système est une excellente plateforme pour découvrir un certain nombre de pratiques et de fournisseurs, bien sûr. Merci. Alors, je vous propose de prendre une ou deux questions, ou trois si les réponses sont rapides, soit à l'un des intervenants sur le projet, ou soit des questions plus générales. Oui, bonjour. Ma question est pour Julien Sylvestre. Je me demandais pourquoi avoir utilisé le terme maison plutôt que musée? Alors, j'ai une réponse, mais elle n'est pas diplomate face à un public de musée. Mais je reviens, je reviens sur l'idée du mausolée. Je pense qu'on voulait vraiment s'éloigner de cette perception-là, parce que aussi, ça vient non pas du tout de l'idée d'un musée, mais de la perception que les gens avaient de ce projet-là au début, où on voulait honorer les morts en chanson, avec un profil très particulier, très précis, très spécifique en chanson. Donc on a voulu se dégager de ça. Ça, c'est une des raisons. Mais surtout, la vraie raison, c'est que je reviens à l'identité forte de la chanson et de la musique du Québec pour des Québécois, pour la nation québécoise. On est vraiment en connexion. Je reviens sur le mot charnel, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. À la maison, on est chez nous. On veut que les gens se sentent chez eux. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de chaleur, c'est un lieu de réflexion. Donc on avait vraiment envie de partager cette vision-là. Merci pour cette réponse. Une dernière question? Non? Bon. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on attende
l'ouverture de la maison et on organise une mission Click System pour venir faire la visite des 3 musées. Ça m'a paru une bonne Vers option. leurs portes. On sera attendu, oui. Voilà, donc rendez-vous 2028. On va dire fin 28. On se prend une petite marge de manœuvre. Merci. Au cas où. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Blanche Fourcade, Stéphane Laroche et Julien Sylvestre. Et bonne fin de réseautage ou de magasinage ou de butinage à Paris cette semaine.